Hello à tous, c'est Terence. Alors ça me fait vachement plaisir de vous savoir ici, et j'aimerais vous faire des papouilles, mais on n'a pas le temps. C'est un gros morceau auquel on s'attaque aujourd'hui, donc du coup on va commencer directement. Mais vous savez que je vous aime. Le titre doit vous paraître un peu énigmatique, mais tout va devenir très clair très rapidement. Alors tout d'abord, la dialectique du maître et de l'esclave, c'est quoi? C'est un concept philosophique qui nous vient d'Allemagne, plus précisément de la tête de cet Allemand, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, et de son livre La phénoménologie de l'esprit. Alors Hegel est un philosophe du courant idéaliste, dont le grand représentant est Kant. On n'a pas le temps d'aller dans le détail quant au courant, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie, après cette vidéo, à la vidéo de Kim Deloison et là en description. Alors comme dit plus haut, c'est un concept philosophique. Pourquoi le lien Naruto, un manga? Mon ami, c'est le but de la chaîne. Genre, je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Manga, philo, tout ça, oh là 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 là, je suis pas aidé. En fait, la relation entre Naruto et Sasuke, décrite de façon jus de pommesque, c'est-à-dire parfaite. La dialectique dont je m'apprête à parler. Tout d'abord, je vais vous la présenter en elle-même, en soi, le concept, pour que vous puissiez vous en faire une idée claire. Puis après, rapidement, je vous montrerai l'application qu'en font nos deux héros malgré eux. Le concept est divisé en 3 parties. La lutte pour la reconnaissance, la servitude et la maîtrise, et finalement, le retournement. L'individu, l'homme, vous, moi, n'existons que par le biais des autres. En fait, c'est en eux qu'on a la certitude d'exister. L'être humain est zoon politikon, tel que le décrivait Aristote, c'est-à-dire l'animal social. De notre façon de nous habiller, à notre façon de parler, en passant par notre vision du monde, tout cela est influencé par le regard des autres. Et donc, on veut être reconnu des autres, aimé, apprécié d'eux. Mais eux aussi veulent être aimés et appréciés de nous. Et c'est ce que Hegel va appeler la lutte pour la reconnaissance. Alors, pour vous figurer cette lutte, imaginez 2 voitures qui se foncent dessus. Imaginez 2 automobilistes qui se foncent dessus, avec dans le regard une détermination, celle de ne pas dériver. Comme chacun a pris conscience de l'existence de l'autre, la lutte aura irrémédiablement lieu. Mais si chacun persiste jusqu'au bout, elle aboutira par la fin des 2 parties en fait. Si les 2 voitures se font dessus, les 2 vont mourir et la lutte pour la reconnaissance se terminera là. Du coup, c'est inutile de parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer si l'un des 2 dérive. En fait, celui qui va dévier va montrer qu'il a eu peur de la mort. Alors que l'autre qui va continuer tout droit va montrer qu'il a méprisé la mort. Ainsi, celui qui a eu peur, celui qui a été lâche, il va devenir l'esclave. Et celui qui n'a pas eu peur, celui qui a foncé, va devenir le maître. Du coup, au terme de cette lutte, on a un maître et un esclave. Dorénavant, l'un sert et l'autre est servi. L'un vit des joies de l'oisiveté, alors que l'autre vit des peines du travail. Le maître est reconnu comme étant le maître, et l'esclave, lui, il n'est pas reconnu en fait. Il est celui qui reconnaît. Donc là, le sort de l'esclave, il paraît vraiment peu enviable. Mais s'il n'a rien, pas même la liberté, il y a cependant quelque chose de positif qui va découler de sa pénible condition. Contrairement au maître, l'esclave ne peut pas jouir immédiatement du monde. Il doit le travailler. D'ailleurs, il doit travailler pour qu'un autre en jouisse, le maître. Par exemple, s'il fait du pain, il travaille le blé, il doit travailler le blé, la pâte, cuire la pâte et l'offrir au maître. Et lui, il la dévore immédiatement et n'en laisse à la limite quelques petites miettes pour que l'esclave puisse s'en nourrir en fin de soirée. Donc sa jouissance à l'esclave n'est pas immédiate. Et donc de ce fait, l'esclave, ne pouvant pas étaler son désir de façon directe et à l'infini, mais étant limité, va être forcé de faire une introspection. En fait, comme il ne peut pas s'étendre à l'extérieur, du coup, il va s'étendre à l'intérieur de lui-même, il va acquérir une vie intérieure, étant donné que la vie extérieure lui est interdite, ou en tout cas limitée. Le retournement, ou le moment le plus subversif d'un des concepts les plus subversifs de tous les temps. Vous savez, si celui qui est devenu maître par la suite n'a pas dévié au moment de la lutte pour la reconnaissance, ce n'est pas vraiment à cause d'une plus grande force d'esprit ou d'un courage à toute épreuve. Voici d'autres pistes. Trop bête pour s'être aperçu qu'il y avait un danger mortel ou trop lâche pour avoir le courage d'avoir peur. Sa bêtise ou sa lâcheté vont lui être à charge maintenant. Prenez un enfant. Dans les premières années de sa vie, c'est un pur consommateur. Il boit le lait, il dort, il boit, il dort, et voilà. Il jouit directement du monde en fait. Il ne voit pas de limite entre lui et ce monde. Il se croit tout permis.
En fait, on le dirait carrément égoïste s'il ne nous attendrissait pas par l'innocente bouille de son innocent âge. Rapidement, cette liberté enfantine va connaître quelques petites barrières. Par exemple, en rentrant à l'école, il va voir que le monde, ça n'est pas lui. Il va être dressé, il va être obligé de se comporter d'une certaine manière. Et ce genre d'expérience, où il se confronte à l'autre, va lui faire de plus en plus prendre conscience qu'il est un individu. Eh bien, le maître est un enfant qui n'a pas eu à vivre cette limitation, cette barrière. Il a poursuivi son âge d'enfant sans contrainte. L'esclave a eu une contrainte, et pas des moindres, la contrainte de la mort. La mort que Hegel appelle par ailleurs le maître absolu. Quelle école, n'est-ce pas? Dans la lutte du début, l'esclave a vu vaciller tout son monde. En fait, la peur de la mort a fait trembler tout son être, absolument tout son être. Il a tremblé devant la fin des fins, devant le néant total. Du coup, il ne sera plus jamais pareil. Cet incident a planté les premières graines d'une vie intérieure que sa condition d'esclave augmentera avec le temps. Non seulement l'esclave acquiert un monde intérieur, mais en plus de ça, c'est lui qui dompte le monde extérieur, vu qu'il rentre sans cesse en friction avec lui. Il le connaît, alors que le maître a les mains propres, trop propres, et donc impropres au travail, s'en étant déconnecté au fur et à mesure qu'il a laissé son serviteur s'en occuper. Cela va être le double ascendant du perdant sur le gagnant. Le maître dépend de l'esclave, alors que le contraire n'est pas vrai. Autour de nos deux zigotos, je vous ai là avec vous deux. Là, c'est la démonstration de l'analogie entre la relation des deux ninjas et du concept. Je vais tout simplement énumérer les 3 moments du concept et dire en quoi la rivalité Naruto-Sasuke y est liée. Cela n'est un secret pour personne, Naruto et Sasuke sont rivaux. On les a vus s'affronter sur tous les plans. Ils sont montés aux arbres, ont mangé goulûment, ont combattu et se sont combattus. Pour cela, ils sont rivaux. Le sentiment de pas assez les a plus d'une fois visités. Alors d'abord Naruto qui ne se trouvait absolument pas au niveau de Sasuke, qui le lui faisait bien sentir par son aisance en tout en fait. Puis ce dernier Sasuke, qui vit bientôt l'éternel rater le rattraper. Il se sentira d'autant plus dépassé qu'il verra qu'il n'a toujours pas le niveau de son frère. Bon, il était fou de penser qu'il pourrait rattraper le niveau d'Itachi, comme ça, en n'ayant que 13 ans. C'était mignon, on va pas se mentir. Finalement, l'acmé de cette rivalité sera la vallée de la faim. Vous voyez le moment où chacun bondit de son anfractuosité, habillé de la monstruosité qu'il habite, pour s'attaquer à l'autre. C'est tout à fait cela la lutte pour la reconnaissance. Souvenez-vous des 2 voitures qui se foncent dessus. Lutte qui aura pour issue la victoire de Uchiwa, faisant de lui le maître, et de l'autre, fatalement, l'esclave. Sasuke a pu poursuivre son impitoyable ligne droite, et ses ambitions n'ont pas eu besoin d'être remises en cause. Pour Naruto, c'est différent. Son échec le forcera à l'introspection, à la remise en question de ce qu'il est et de son rêve. Non pas qu'il doutera de vouloir devenir Hokage, mais qu'il ajoutera à cet absolu rêve une clause, ramener Sasuke. Alors il voyagera autour du monde, rencontrera des gens, en perdra beaucoup, puis après ce voyage, au propre comme au figuré, il se retrouvera devant son maître, Sasuke. Son maître car il symbolisa son échec le plus cuisant et devint ensuite son moteur. Maître parce qu'après avoir perdu son combat, il ne voulut pas perdre son amitié. Et l'aventure nous a présenté plein de moments où nous voyons le blondinet chercher à sauver son ami, ce qui témoigne de son amour envers lui. Cet amour n'était pas partagé, étant donné que le Noiro, lui, nous garantira de son mépris à plusieurs reprises. Au terme donc de cette course et de cette aventure, les 2 frères se retrouveront face à face, au lieu où tout commença et où tout devait se terminer. L'un a foncé tout droit. Son désir n'est allé que crescendo, ne trouvant aucune borne le forçant à se courber. C'est l'homme tout droit, par manque d'échec. L'homme qui, toutes les fois qu'il a dû changer ses plans, ça n'était pas à cause d'un échec, mais à cause de l'accomplissement d'un objectif qui redistribuait les cartes et le plongeait plus avant dans sa folie. L'autre a fait un crochet par le monde pour réapparaître devant celui qui l'y a contraint, puisque celui-ci retenait son rêve en otage. Selon lui, il ne serait réalisable que lorsque la personne qu'il considère comme étant son frère serait en lieu sûr dans son cœur et dans ce monde. Grâce à son échec du début, il a obtenu une force qui dépasse toutes les autres, plus puissante que la trop vantée force physique. Ses genoux qui ont un jour ployé ne l'auront pas fait en vain. Se relevant avec des fruits tombés d'une préciosité inestimable, Naruto a appris l'obscurité du monde, entendait la haine non pas comme passive victime, mais comme actif guérisseur. C'est lui qui gagnera. L'élève, l'esclave, a dépassé le maître. Voilà comment se termine la dialectique du maître et de l'esclave dans Naruto.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, alors je vais pas faire trop de parlotte parce qu'il faut que je me mette à la prochaine vidéo. Du coup, merci. Laissez un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Pouce bleu, partage. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, tout ça, tout ça. Tchuss!